Bonjour à tous. Donc, et bonjour aux nombreuses personnes qui sont présentes aujourd'hui. C'est un plaisir de lancer ce nouvel atelier avec vous. Donc, un atelier d'un nouveau genre, expat communication, puisque le but aujourd'hui, c'est de parler non pas seulement pour les expatriés, comme vous en avez l'habitude pour expat communication, mais pour toutes les équipes internationales, expatriées ou pas, qui sont confrontées à la découverte d'une nouvelle culture ou d'environnement multiculturel pour voir l'impact que ça peut avoir sur notre vie professionnelle euh, et sur notre vie professionnelle. Alors, pour cela, on a invité un super panel, puisque nous avons déjà Marie-Dominique Quignon, qui est coach experte chez Expat Communication depuis quelques années et qui habite à Riyad et qui est spécialiste de l'interculturel en général, du coaching en particulier et de l'Arabie Saoudite. Nous accueillons aussi Frédéric Hubert, qui travaille pour Thales à Riyad, et Nadine Nassar, qui est avocate chez Baker McKenzie et qui est, comme elle va nous l'expliquer, à Riyad depuis longtemps et donc qui a vu l'évolution incroyable du royaume pendant ces dernières années. Alors, mesdames, monsieur, bienvenue. On est heureux de vous avoir. On a 1 heure pour analyser ensemble les grands traits culturels du royaume saoudien et de ses habitants. Donc, évidemment, on va travailler avec des stéréotypes, ce qui n'est pas forcément négatif, c'est une bonne façon de gagner du temps. Mais surtout, on va essayer d'être très pratique, parce que quand on n'a pas beaucoup de temps, autant aller directement à l'essentiel, c'est-à-dire au côté quotidien de votre pratique. En quoi est-ce que travailler dans un environnement où il y a des Français et des Saoudiens peut être un enjeu? En quoi est-ce que c'est un atout? Et surtout, comment est-ce qu'on fait pour le vivre au mieux? Pour commencer ça, je vais avoir un grand défi pour Marie-Dominique. Mais Marie-Dominique, quand on est coach et interculturaliste avec une grande expérience de l'Arabie Saoudite, je pense que tu es en mesure de relever mon défi et je vais te demander de résumer les différences culturelles entre la France et l'Arabie Saoudite en 4 minutes. Voilà. Et donc, vous l'observez toutes pendant qu'elle répond à ce défi. Frédéric et Nadine, nos invités, compléteront à la fin, mais vous aussi qui êtes en ligne, réfléchissez à ce qu'elle n'a pas dit, parce que je vous inviterai dans le chat après à compléter. Très bien, je vais tâcher de relever le défi, Alexa. Bien, alors déjà, en préambule, ouais, l'Arabie Saoudite, hein, c'est une nation qui se propulse dans le futur. Ça a été longtemps une nation secrète et conservatrice, hein, qui était fermée finalement aux visiteurs, hormis ceux qui venaient travailler ou ceux qui venaient en pèlerinage. Hein, et ça, il y a encore moins de 10 ans. Et comme vous le savez tous, voilà, c'est que le pays traverse une transformation qu'on pourrait qualifier d'extraordinaire, hein, depuis 2016 avec le lancement de la vision 2030 qui prévoit un ensemble de mesures, de réformes, de projets pour à la fois diversifier l'économie, sortir des revenus du pétrole, mais aussi répondre en fait aux aspirations d'une jeunesse, 63% des Saoudiens ont moins de 30 ans, et donc engager vraiment des changements sociétaux majeurs, qui sont illustrés par exemple par le Paris-Dakar, mais il y aurait d'autres illustrations, une ouverture, enfin, des événements culturels, des compétitions sportives. Et aussi, il faut le souligner, c'est la volonté de mettre les femmes aussi au cœur de cette transformation qui a donné lieu à une ouverture importante de leurs droits. On va passer à la... Alors, quelques ancrages culturels forts et quelques différences fortes. Eh bien, d'abord, l'Arabie Saoudite, c'est une monarchie dynastique, hein, où l'islam est la religion d'État. L'Arabie Saoudite, c'est le berceau de l'islam, hein, elle abrite les deux lieux saints, qui sont la mosquée de la Mecque et la mosquée de Médine. Et pourquoi parler de ça? Parce qu'en fait, l'islam enseigne un certain nombre de valeurs et de principes qui structurent la société saoudienne et qui régissent vraiment, qui rythment, on va dire, la vie quotidienne
Et c'est pour ça qu'il faut faire en sorte, enfin, il y a des mesures qui sont prises pour que, en fait, les Saoudiennes et les Saoudiens puissent observer les rites religieux de la prière et du jeûne, y compris sur le lieu de travail. Et on pourrait, en tant que Français, être surpris de l'omniprésence finalement de ces aspects religieux avec des références voilà, à Allah, aussi des affichages de textes coraniques. Et on verra qu'il y a d'autres, en parlant d'autres dimensions, on verra qu'il y a d'autres implications. Et ça vient finalement en collision avec nos valeurs de laïcité et valeurs de la République. Autre ancrage important, la famille qui trouve en fait ses racines dans la tradition tribale, hein, même si les identités tribales ont plutôt tendance à disparaître. La famille reste un point central pour les Saoudiens. Quand on parle de la famille, c'est la famille élargie, hein. Donc, on entretient des relations avec l'ensemble des personnes de son arbre généalogique, je dirais. Et quand on parle de famille aussi, on parle d'hospitalité. C'est quelque chose qu'on peut voir véritablement s'exprimer quand on est française, voilà, je parle pour moi, mais en Arabie Saoudite. Il y a aussi un respect des aînés et une notion d'honneur avec à la clé bon, une façon, un comportement honorable que l'on doit observer dans la vie quotidienne. Autre point très important, ce sont les relations interpersonnelles. Elles sont le fondement de la confiance pour les Saoudiens. Un Saoudien va préférer finalement avoir affaire à quelqu'un qu'il connaît déjà. Et donc, ça veut dire quoi? L'implication pour des Français, c'est passer du temps, investir du temps à nouer les relations, les construire, mais aussi les entretenir. Et ce n'est pas seulement par rapport à des considérations professionnelles, c'est aussi s'intéresser de façon importante à la personnalité. Donc, il ne faut pas être surpris si, quand on est en Arabie Saoudite, on nous bombarde en quelque sorte de questions assez privées sur notre vie et sur qui on est. Mais ça, c'est un point primordial. En lien avec cela, il y a une différence significative en ce qui concerne la gestion des désaccords. Les Saoudiens n'aiment pas dire non ou apporter de mauvaises nouvelles. Donc, il peut être finalement assez difficile de comprendre un refus parce que on on n'aura pas une réponse qui sera négative en tant que telle, mais on aura des expressions comme bah, voilà, il faut qu'on y réfléchisse, on va voir ce qu'on peut faire, on va essayer, etc. Hein. De même qu'ils n'aiment ne pas apporter de réponse. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir et qu'il faut éventuellement interpréter, voire qu'il faut aller creuser par des questions ouvertes pour savoir ce qui se cache derrière. Alors que, et tout ça, alors pourquoi finalement cette culture de non-confrontation et de feedback négatif plutôt indirect, et bien justement pour préserver la relation, pour préserver cette harmonie et aussi ne pas offenser son interlocuteur. Quand, en tant que Français, on a plutôt finalement un goût pour la contradiction qui, elle, ne s'exprime pas par rapport à une personne, pas tant par rapport à une personne que par rapport à des idées. Et l'idée, c'est de faire émerger, de débattre et de faire émerger finalement des choses nouvelles, voire réduire les risques. Mais ça peut être une source vraiment de mésentente importante au niveau culturel. Et puis, il y a aussi la relation au temps hein, qui est très différente. D'un côté, on a un temps linéaire, c'est-à-dire qui est orienté par rapport à des actions. De l'autre côté, on a un temps flexible qui est plus orienté par rapport aux relations. Et évidemment, quand on dit Inch'Allah, hein, si Dieu le veut, ça ne veut pas dire que on fuit ses responsabilités, certainement pas, mais c'est plutôt, il faut le comprendre comme, eh bien, il y a toujours de l'imprévu qui peut arriver. Hein, voilà. Et donc, on s'adapte, en fait, dans la gestion du temps, on s'adapte à des choses qui viennent en cours de route. Ceci dit,
En Arabie Saoudite, on est plutôt orienté court terme, et ça va avoir un impact sur la construction des plannings et éventuellement leur suivi. Donc, dans une culture juste en temps flexible, il va falloir s'attendre à ce que les choses prennent beaucoup plus de temps que ce à quoi on pourrait s'attendre. Et donc, il faut s'armer de patience. Alors, merci beaucoup, Marie-Dominique, pour ces quelques propos. Bon, j'avais dit que ce sera forcément un peu caricatural, mais je trouve que tu t'es bien sorti de l'exercice. Avant de donner la parole à tous ceux qui sont dans la salle, et très nombreux, je vous remercie, Frédéric et Nadine, est-ce que vous aimeriez compléter, vous, quand vous voyez des Français arriver en Arabie Saoudite, ce qui parfois doit vous sembler bien néophyte, quels sont les clashs culturels qui vous surprennent le plus? Attention, vous n'avez pas vos micros, donc il faudra les réactiver pour me répondre. Honneur aux femmes, Nadine, peut-être? Merci Frédéric. Alors, donc, comme on l'a dit, l'Arabie a beaucoup évolué. Donc, depuis 2008, l'année où je suis arrivée à aujourd'hui, il y a beaucoup moins de clashs que par le passé. Donc, moi, quand je suis arrivée, effectivement, par exemple, quand on me disait Inch'Allah, ça m'énervait beaucoup. Je disais, mais non, je veux savoir, c'est oui ou non. Est-ce que tu pourras revenir vers moi dimanche? Et ça passait très très mal avec mes interlocuteurs. Alors aujourd'hui, certes, on a toujours le Inch'Allah qui vient en fin de phrase, mais les mentalités ont changé. C'est-à-dire que les Saoudiens ont compris qu'ils ont l'obligation euh, de s'engager et de donner une deadline claire. C'est-à-dire que ils ont un devoir de délivrer en temps et heure. Donc, il y a de moins en moins de clash. Et les mentalités sur ce plan-là, en tout cas, ont vraiment évolué, comme beaucoup de choses. Hein, euh, la culture homme, enfin, la séparation homme-femme a changé, la condition des femmes a beaucoup changé. J'ai eu l'occasion de vous raconter, mes débuts en Arabie n'étaient pas du tout faciles. Quand je suis arrivée, que je travaillais dans une des tours les plus modernes et les plus belles de la capitale, euh, j'étais dans des locaux de bureaux, il n'y avait même pas de toilettes pour les femmes. Ça n'était pas conçu, ça n'était pas concevable que les femmes puissent travailler. Donc j'étais dans une banque très grosse et on était moins de 1% des effectifs. Quand j'ai quitté la banque 10 ans plus tard, donc en 2018, euh, la, la CEO était une femme saoudienne et 26% des effectifs étaient des femmes qui avaient de très bons postes, qui travaillaient comme les hommes et qui étaient traités comme les hommes. Euh, donc c'est sûr qu'il y a eu beaucoup d'évolutions. Voilà ce que je peux dire. Et de moins en moins de clash. Il en existe encore parfois, mais c'est beaucoup moins caricatural. Merci beaucoup Nadine, c'est précieux comme témoignage. Chez Expat Communication, on a régulièrement des entreprises qui nous appellent en disant voilà, on voudrait envoyer une femme en Arabie Saoudite, il faudrait peut-être une préparation spécifique pour elle. Et de plus en plus, là où il y a 5 ans, on disait oui, effectivement, on va répondre à votre demande. De plus en plus, on dit mais en fait, il faut une préparation pour hommes et femmes. Mais le sujet de la femme en Arabie Saoudite est quelque chose qui a évolué à une vitesse presque ahurissante quand on pense à l'échelle du temps qu'il faut pour faire évoluer des mentalités. Oui, Je c'est vrai. confirme. C'est vrai. Il faut juste, ce que je dirais pour clôturer, c'est qu'on n'a même plus besoin de porter la baya, donc la tunique noire longue, ni se couvrir la tête. Il suffit d'avoir quelque chose de décent, donc d'avoir les coudes couverts et les genoux couverts, et on est très bien. Pas de décolleté outrageux pour ne pas les choquer. Mais moi, je n'ai plus porté la baya depuis 2018. Je n'ai Voilà. du tout. On pourrait Donc, presque enregistrer Nadine et le mettre sur les réseaux parce que ça va tellement à l'encontre de la vision qu'ont encore les gens en France qui vont pas régulièrement en Arabie Saoudite, voire même ceux qui y habitaient il y a 5 ans et qui ont du mal à y croire. Merci beaucoup pour cet éclairage déjà sur ces points-là. On reste encore dans les généralités. Frédéric, est-ce que vous voudriez compléter le très rapide tableau brossé par Marie-Dominique?
Oui, oui, alors juste un petit mot parce que ce matin j'étais chez un client avec une collègue femme et c'était une collègue femme saoudienne et c'est la première fois que je la voyais serrer les mains aux officiers saoudiens. Donc je confirme que le pays change et que les habitudes sont complètement bouleversées et que les femmes ont de plus en plus leur place dans notre vie professionnelle. Donc voilà. Bon, pour autant, il reste quand même, il reste des différences culturelles. Hein. J'entendais Marie-Dominique parler de l'importance de la famille. Bon, moi, la semaine dernière, je participais à une mission avec trois sociétés françaises, donc une dizaine de Français qui venaient en Arabie, à Dammam, pour rencontrer le client, donc une délégation assez importante venant de France, avec un vice-gouverneur et puis un projet considéré crucial. Et l'organisateur de cet événement m'a dit en début de séance que c'est un événement qui devait durer 2 jours, qui finalement il allait rester qu'une seule journée parce que le deuxième jour il devait accompagner sa famille. Alors je pense que c'était son épouse, hein, à un rendez-vous médical. Donc donc le rendez-vous médical de sa famille était plus important que ce projet considéré crucial pour le royaume et pour lequel une dizaine de Français s'étaient déplacés. Donc voilà, donc il reste quand même des différences et puis des précautions à prendre pour comprendre, pour essayer de vivre avec nos collègues saoudiens. C'est un exemple frappant, je pense, pour ceux qui nous entendent, peut-être complètement banal pour ceux qui vivent à Riyad. On pourrait passer beaucoup de temps à explorer ces différences et ça mérite, quand on fait une formation sur ce sujet, on peut y passer une journée. Là, on a 1 heure ensemble. Ce que je vous propose, c'est de tenter de les modéliser. Et ça, pour ça, on travaille avec un outil qui est développé par notre partenaire GapsMove. On va pouvoir afficher les différences. Et Marie-Dominique, est-ce que tu peux nous aider à faire donc cette autre, l'interculturel, on peut faire par le biais, c'est plus intéressant, de l'histoire, de la sociologie, de la géographie pour bien comprendre les différences. On peut y aller par les valeurs pour comprendre, comme vient de nous le faire Frédéric, les systèmes de valeurs qui sous-tendent nos habitudes et nos réactions. Mais on peut aussi déjà commencer par une lecture très simple, sous forme de diagramme, et c'est un jeu que font beaucoup les interculturalistes, pour voir ces différences. Oui, alors, comme tu le disais, on utilise. Alors, peut-être revenir sur la précédente slide, si c'est possible. Donc, juste, je commente. En fait, effectivement, hein, pour faciliter, en fait, quand il s'agit d'appréhender une culture, on va essayer de la cartographier. Et donc, on va raisonner sur différents axes et on va identifier quelles sont, pour chaque culture, quelles sont leurs préférences culturelles. Ça ne veut pas dire que 100% des personnes adoptent, voilà, considèrent que c'est la norme, mais une majorité de personnes. Hein. Justement, ne tombons pas dans les stéréotypes. Ce qui compte, ce n'est pas tant finalement la position de tel ou tel pays sur cet axe, mais c'est leur écart respectif, hein, qui va conditionner la manière dont je vois l'autre, en quelque sorte. Et ça suppose aussi, quand on parle d'interculturel, pardon, de commencer à se poser la question de mais quelles sont mes préférences culturelles, donc avoir une meilleure connaissance de soi de ce point de vue-là. Donc là, il y a 4 dimensions là, que nous avons choisies. L'une qui est proximité et distance. Hein, et donc là, on voit qu'il y a un écart relativement important. En France, voilà, on va pas avoir de réticence à avoir un contact physique, que ce soit entre personnes du même sexe ou de sexes différents. On va se serrer la main, voire, c'était peut-être avant la période Covid, on se faisait la bise volontiers, on se prend, voilà, on met la main sur l'épaule, etc. C'est quelque chose, on recherche finalement de la sympathie par un contact physique, et on voit qu'il y a plus de distance au niveau de l'Arabie Saoudite, comme le disait Nadine, les choses évoluent, mais quand même,
on rencontre, enfin moi j'en rencontre régulièrement, voilà, des hommes qui ne serrent pas la main aux femmes. Hein, et donc je me suis même retrouvée dans une situation où j'ai tendu la main à un homme et oups, c'était pas ce qu'il fallait faire. Donc cette distance, néanmoins, entre hommes et femmes, elle existe. Et puis, il y a aussi une distance qui se joue par un certain formalisme au début quand on se rencontre. Voilà. Hein, qui ensuite, au fur et à mesure que les relations se nouent, évidemment, changent. Et une fois que les gens se connaissent bien, ils peuvent avoir des contacts voilà, euh, tactiles importants, y compris des regards appuyés, etc. D'ailleurs, un contact visuel prolongé hein, peut être vraiment une marque de sincérité et d'honnêteté. Donc, c'est plutôt apprécié. Deuxième dimension, l'autocratie par rapport à la responsabilisation. Donc, la France est relativement hiérarchisée. Hein. Ça, on le sait dans les organisations, et puis on le voit même au niveau au niveau de l'organisation publique. Hein. On est un État plutôt centralisé. Mais j'allais dire que c'est encore plus le cas au niveau de l'Arabie saoudite, avec des structures très pyramidales, avec des décisions qui sont prises de manière assez autocratique, l'importance aussi des statuts dans les organisations. On s'appelle par ses diplômes, en quelque sorte, hein, docteur, ingénieur, votre Altesse, voilà, ça peut aller jusque-là. Donc, c'est quoi l'impact de cela? C'est qu'il y a des chaînes de décision qui peuvent être très longues, et donc là, la prise de décision peut, elle aussi, en référence à la gestion du temps, peut demander beaucoup de temps. Le fait de connaître des gens aussi, je fais le lien avec les relations interpersonnelles, peut faciliter la prise de décision. L'écrit l'oral, à partir du moment où on est dans une culture de relations, on va absolument privilégier l'oral. Et pour un Français, il faudra commencer peut-être par aborder les choses par l'oral avant de les mettre par écrit. De même que sur l'aspect contractuel, en fait, hein, peut-être en Arabie Saoudite, on va considérer que le contrat est des guidelines. Il faudra être vigilant hein, et faire vraiment vérifier les contrats et surtout se donner des marges de manœuvre pour pouvoir négocier. On verra un peu plus tard la partie négociation. Sur la notion de mission obligation, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en France, on a plutôt tendance à s'engager pour son travail, à s'investir dans son travail, ce qui n'est pas le cas en Arabie Saoudite, dans le sens où on n'est pas forcément fidèle à l'entreprise. Hein. Si un employé se voit offrir un salaire ou un package qui est plus intéressant pour lui, il va pas y réfléchir à deux fois et il va changer d'organisation assez facilement. Ça, c'est important de le savoir, notamment pour les ressources humaines en France. Voilà ce que je pouvais dire rapidement sur ces dimensions. Alors, sur cette dimension mission-obligation, l'exemple de Frédéric, où quelqu'un dit « ma famille va passer avant un engagement professionnel extrêmement important », parle aussi peut-être de cette vision différente de voir le rôle du travail dans la vie. Les priorités ne sont pas les mêmes, exactement. Exactement. Mais la fidélité à l'entreprise aussi n'existe pas, hein. Enfin, peu. On voit Nadine qui opine. Vous venez commenter, Nadine? Oui, c'est vrai. On forme une équipe et il suffit que quelqu'un leur propose 10%, malheureusement, hein, 10% de plus, et hop, ils s'en vont au bout de quelques mois. On a beau leur expliquer que c'est trop tôt pour leur carrière, ce n'est pas bien. Malheureusement, c'est peut-être un des problèmes qu'on rencontre dans ce pays. Le marché du travail est assez difficile pour ça. Avec un marché en plus extrêmement tendu, comme on pourra peut-être en reparler tout à l'heure. Différence donc sur ces axes, mais aussi, j'imagine qu'il y a des similitudes. Marie-Dominique, est-ce que ça permet de se dire, bon, bah, ça, on a ça en commun, on peut s'appuyer dessus, ou est-ce que c'est aussi des pièges?
Non, ce sont des choses qu'il faut vraiment nuancer. Voilà, c'est tout l'intérêt d'ailleurs de travailler dans l'interculturel, hein. Ce sont des choses qui restent complexes, hein. Donc, on a la partie communication. Donc, France et Arabie Saoudite, on est plutôt dans une communication implicite, hein, c'est-à-dire que tout ce qu'il y a à comprendre n'est pas dans le message. Pour ça, il faut avoir la capacité de lire entre les lignes, hein. Vous comprenez ce que je veux dire quand j'utilise cette expression, elle est typiquement une expression implicite. Alors vous allez me dire, ben, chouette. En fait, non, c'est plutôt piégeux là, dans ce cas, parce que une communication implicite suppose finalement qu'on partage un socle de valeurs communes, hein, et de valeurs culturelles communes. Or, là, on est en présence de deux cultures vraiment différentes. Donc, ça peut être une source de mésentente importante. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire dans un cas comme ça, quand on est en présence de deux cultures implicites? Eh bien, il faut mettre en place des façons de faire, des règles de vie, en quelque sorte, qui vont plutôt cultiver l'explicite, s'assurer qu'on a bien compris, peut-être reformuler, peut-être mettre des choses dites oralement par écrit, etc. En fait, il y a plusieurs stratégies que l'on peut adopter, mais il faut être vigilant sur ces points-là. Ensuite, il y a la notion de conflit-partenariat. Donc, on sait que les Saoudiens, hein, sont vraiment ils sont connus pour être des négociateurs plutôt difficiles, on va dire. Et Français comme Saoudiens, en fait, voient la négociation plutôt comme un rapport de force. Donc ça, il faut aussi s'y préparer. Il y a une forte charge émotionnelle au cours de ces négociations, et il faut être prêt, là aussi, à investir du temps dans ce processus. Enfin, sur la partie autocontrôle émotion, donc on est là aussi, Saoudiens, Saoudiennes, Français, Françaises, plutôt dans l'expression des émotions, parce que on peut très bien entendre, par exemple, dans une réunion en Arabie Saoudite, le ton monter petit à petit. Les gens aussi parler, se couper la parole, etc. Mais finalement, comme on le fait en France, et ça dénote, ça plutôt, un intérêt, une forme de passion pour le sujet qui est débattu. C'est plutôt bien vu de ce point de vue-là, parce que ça appuie, en fait, c'est une certaine force de conviction. Là où est le point de vigilance, c'est c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, hein, c'est quand on est en désaccord, où là, l'émotion va être plutôt maîtrisée du côté saoudien, pour faire en sorte de ne pas embarrasser l'autre, pas lui faire perdre la face, chose qui ne sera pas forcément le cas au niveau français, puisque là, on va plutôt débattre des idées, hein, c'est l'idée que l'on va contester et non pas la personne. Mais les Saoudiens sont plutôt susceptibles de ce point de vue-là, et peuvent ne pas faire la différence entre une remarque qui s'adresse au contenu par rapport à une remarque qui pourrait s'adresser à leur propre personne. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci beaucoup, Marie-Dominique. C'est extrêmement précieux. Je ne sais pas si vous qui nous écoutez, vous êtes comme moi. Moi, ce que je trouve très fort dans la façon dont tu le présentes, c'est que tu ne nous décris pas les Saoudiens, mais tu nous décris les Saoudiens par rapport aux Français. C'est-à-dire qu'en permanence, on se dit en quoi est-ce qu'un Français est spécifique, en quoi est-ce qu'un Saoudien est spécifique, et donc en quoi la relation va être spécifique. Et on voit bien que ce qui va se jouer, c'est est-ce que moi, déjà, je me connais pour comprendre l'impact que je vais avoir, parce que bon, l'Arabie Saoudite ne nous a pas attendu pour exister. Et donc, ce qui va compter surtout, c'est mon positionnement à moi dans cet environnement-là. Donc, c'est précieux comme éclairage. Merci beaucoup. Vous qui êtes dans la salle, surtout, n'hésitez pas dans le chat à compléter, parce que voilà, on va très vite. On parle d'Arabie Saoudite, qui est un pays qui change à toute allure. Donc, vous pouvez ne pas être d'accord, vous pouvez avoir envie de préciser quelque chose. Ce sera utile pour tout le monde. Donc, surtout, ne vous en privez pas. Et puis là, on a vu pas mal de théories, et c'était important au départ. Maintenant, ce qu'on vous propose dans une deuxième partie, c'est de partir plus d'exemples concrets que vont nous apporter Frédéric et Nadine, pour prendre des cas concrets de votre pratique quotidienne, et se dire qu'est-ce qui là-dedans est interculturel et comment le manager au mieux quand on est un Français qui vient travailler en France, ou un Saoudien
un Français qui vient travailler en Arabie, pardon, ou un Saoudien qui vient travailler en France tout aussi bien. Alors, on va peut-être commencer par Frédéric. Frédéric, donc, pour ceux qui n'étaient pas là au début, qui travaille chez Thales, donc avec un poste très opérationnel sur des projets industriels avec un fort enjeu politique aussi, donc au cœur de la culture. Frédéric, est-ce que vous auriez une anecdote qui montre peut-être une difficulté que vous avez pu avoir au quotidien avec les équipes que vous managez? Alors, oui, j'ai quelques anecdotes, hein. On va commencer par le début. Mon arrivée en Arabie Saoudite, puisque comme Thales se développe beaucoup, on a embauché des équipes d'ingénieurs, hommes et femmes. Et lorsque je suis arrivé, une de mes missions était de les former, de faire leur onboarding, faire en sorte qu'ils soient formés au processus, aux techniques Thales et qu'ils soient tout de suite opérationnels. Donc, je venais d'arriver, la pression un petit peu du management, de la France qui nous envoie pour qu'on soit efficace. J'ai déroulé le processus et de façon assez rigoureuse, assez encadrée. Et je me suis rendu compte que c'était pas du tout, ça correspondait pas vraiment aux attentes de mes Saoudiens. Mes Saoudiens, ce qu'ils voulaient, c'était créer la relation, c'était créer la relation avec les Talisiens, prendre le temps de nous connaître, de se connaître, de faire connaissance pour ensuite travailler dans de bonnes relations. Et, euh, et donc, mon, la rapidité avec laquelle j'ai voulu gérer leur onboarding a été parfois vue comme un peu trop brusquant, un peu trop rapide. Donc voilà, donc ça c'était au tout début et j'ai rapidement j'ai mis de l'eau dans mon vin et puis je suis rentré plus dans le relationnel avec ces jeunes Saoudiens. Et depuis, bon là, ça fait 2 ans, hein, depuis on a créé des relations très très fortes professionnellement, mais aussi personnellement, avec des relations en dehors du travail. J'ai l'impression que c'est un petit peu ce qu'ils attendaient. Alors, bien sûr, de ce fait, ils ont aussi ils ont intégré les processus Thales et ils se sont intégrés dans la société, mais voilà, ils attendaient une manière beaucoup plus douce et beaucoup plus personnelle que ce que j'avais entrepris et ce que je pense on fait en France pour de l'onboarding où faut rapidement que la personne soit formée, intégrée, opérationnelle. Donc voilà, c'était aussi une des différences que je voulais partager avec vous. Et comment, parce que c'est pas facile de laisser du temps. On entend le besoin des personnes avec qui vous travaillez, mais en même temps, j'imagine qu'au siège, quand on leur dit, ah oui, mais ici, ça se passe pas comme ça, c'est ça qui est compliqué dans cette position. Généralement, quand on envoie un Français effectivement dans un pays comme l'Arabie Saoudite, effectivement, on attend de lui de dérouler, d'exécuter son programme. Donc oui, on était, les attentes étaient différentes de mon management en France, des gens qui m'avaient envoyé en Arabie, des Saoudiens qui intégraient la société. Donc voilà, mais ça c'était vrai pour l'équipe de Saoudiens qu'on a embauché, mais c'est vrai aussi dans la relation avec les clients. On voit parfois des missionnaires, des gens qui viennent pour 2 ou 3 jours, qui espèrent rapidement rentrer dans le vif du sujet, discuter les tenants et les aboutissants, enfin remplir leur mission en fait, hein. Ils sont venus 3 jours, ils repartent le jeudi soir. Il faut avoir terminé sa mission. Et en face, ils ont des Saoudiens qui sont dans des rythmes différents, avec des priorités autres, et qui sont contents de créer la relation. Donc voilà, le relationnel est presque le relationnel est plus fort et a une grande importance, peut-être plus que le contenu.
Merci beaucoup. Marie-Dominique, est-ce que tu veux compléter ces propos de Frédéric? Oui, en fait, on dit qu'il faut prendre le temps de perdre du temps, parce que c'est jamais une perte de temps. Autrement dit, mettre la pression, et ça c'est vrai, quels que soient finalement les contextes, c'est plutôt contre-productif. Donc ça peut avoir en fait des répercussions à plus long terme. Donc c'est un investissement, comme un autre, j'allais dire, de prendre le temps. Exactement. Là-dessus, je pense il faut le savoir, justement, le fait d'être sensibilisé à cet aspect culturel est important. Ça a une autre implication, hein. Par exemple, dans les réunions. On peut vouloir effectivement enfin, la notion d'efficacité dans les réunions qu'on peut avoir en tête en tant que Français, c'est pas celle des Saoudiens. Et une réunion, elle commence par prendre des nouvelles des uns et des autres. Donc voilà, si la relation, alors la créer, mais aussi l'entretenir, on va dire. Et ça, c'est fondamental et on peut pas y couper. On peut pas y couper. Donc la stratégie, c'est vraiment de l'intégrer, mais en sachant que sur le plus long terme, ça sera fructueux. Mais quand même, là, je vais me tourner vers Nadine. Quand même, si j'ai un projet ou si j'ai un deal à closer, j'ai pas forcément 3 semaines devant moi. Voilà, je viens en mission en Arabie Saoudite. J'ai 3 jours. Il va quand même falloir qu'il se passe quelque chose pendant ces 3 jours. Comment est-ce que et là, voilà, c'est mon côté français. Est-ce que je peux brusquer un peu les choses ou qu'est-ce que vous donneriez comme conseil pour quelqu'un qui est quand même pressé comme on l'est tous? Alors, il faut un peu essayer de les ménager tout en mettant en place des outils pour les assister. Donc, effectivement, Marie-Dominique a raison. Les réunions, ils sont très demandeurs de réunions et de réunions qui sont interminables. Donc, vous ne pouvez pas leur dire, aujourd'hui, je ne prends pas de réunion parce que j'ai besoin de rédiger ce dont on a discuté. Ça ne marche pas. Et quand on a des réunions avec 40 personnes, il faut aussi prendre le temps après de discuter one-to-one avec le client pour lui expliquer maintenant ce dont il s'agit, ce que nous devons faire tous les deux et lui faire comprendre, nous sommes une seule équipe, je suis là pour vous assister, vous n'allez pas y arriver tout seul, il y a une grosse contrainte de temps, voilà, mais je suis à votre disposition, j'ai une équipe, on va y arriver. Mais pour que je puisse, moi, y arriver avec vous dans le délai qui est complètement déraisonnable, il faut que vous soyez en mesure de me donner les informations qui vont me permettre de fournir le travail en temps et heure. Donc, c'est en permanence du travail. Ça demande beaucoup d'efforts, beaucoup de patience. Moi, j'ai appris la patience dans ce pays, hein, je vous l'avoue. J'étais quelqu'un de très impatient et je l'apprends encore après 16 ans. Mais ça demande énormément d'efforts. Et moi, si vous voulez, ce que nous avons développé, nous, pour notre équipe, c'est on a une project management team qui nous soutient. C'est-à-dire que moi, j'ai 2 personnes entièrement dédiées à soutenir mon équipe parce que je suis obligée d'avoir 70% d'avocats saoudiens dans mon équipe. Donc, j'ai 2 personnes à Londres et à Dubaï dont l'objectif est d'avoir des calls toutes les semaines d'une demi-heure pour vérifier et pour leur renvoyer des reminders pour être sûr qu'ils ont compris ils doivent finir ce contrat tel jour, qu'ils doivent m'envoyer tel document à revoir tel jour, qu'ils ont un meeting lundi et qu'avant lundi, il faut avoir envoyé quelque chose au client. Et, il faut mettre en place des project management très, très, très détaillés et leur tenir la main et leur dire constamment, je suis à ta disposition, tu as un problème, on en parle, mais il faut en parler, il ne faut pas garder le problème pour toi. Si tu le gardes pour toi parce que tu penses que ça ne se fait pas d'en parler, je ne suis pas en mesure de t'aider. Il faut que nous en parlions. C'est un dialogue. Le dialogue et la communication sont très importants. Il faut le répéter en permanence. C'est épuisant. Ça prend beaucoup de temps, mais on y arrive à force. Ça crée des liens, ça renforce les liens. En fait, les gens apprennent à vous Oui. faire confiance quand ils comprennent que vous êtes là vraiment pour les aider, que c'est plutôt positif, même si parfois, bon, si vous avez un tempérament, vous ne pouvez pas changer à 100%, vous les bousculez un petit peu, hein. Mais il faut leur mettre des dates précises. Il faut leur dire, pour que moi, je puisse vous envoyer un contrat lundi, j'ai besoin de vos informations dimanche à midi. Sinon,
voilà, il faut recommencer, il faut un nouveau calendrier et votre CEO ne sera pas content. C'est en permanence. Il faut leur tenir la main et il faut essayer de faire des petits steps tous les jours, des instructions comme ça, essayer de les suivre un petit peu, pas à pas, leur tenir la main, répéter les choses, Mais en même temps, malheureusement. quand on préparait cette réunion, vous nous disiez qu'il y a quand même une évolution rapide Oui, des pratiques oui, managériales et qu'entre ce que vous aviez vu il y a 20 ans et aujourd'hui, bien sûr. euh, vos jeunes collaborateurs ne sont pas du tout ce qu'étaient leurs aînés. Ah, mais moi, quand j'ai commencé à la banque et qu'il a fallu que je monte le département juridique, il fallait que j'appelle mes collaborateurs pour les réveiller à la maison. C'est-à-dire que je le réveillais à 9 heures. Je disais, tu sais, il est 9 heures, on a ouvert, il faudrait que tu sois là. Le chef est là, je suis là, il faut que tu viennes au bureau. Et la personne dont je vous parle, que je réveillais à la maison, euh, aujourd'hui, il a un poste très important auprès d'un ministre. Et il me remercie encore de l'avoir formé parce qu'il n'avait aucune idée de ce qu'était gérer son temps, gérer son agenda, être discipliné. Et quand j'ai eu ma troisième CEO à la banque, donc c'était la femme, elle est venue me voir en disant, il paraît que tu es très stricte, que tu leur imposes d'être ici à l'heure le matin, etc. Je dis, bah, à 18 heures, ils sont tous partis. Ils te diront pas, je suis arrivée à 9 heures, je suis arrivée à 10 heures, je vais rester jusqu'à 19 heures. Non, ils vont être partis. Tu fais comme tu veux. Mais moi, j'ai besoin d'être stricte pour leur apprendre qu'il y a des horaires. Et 2 mois après, elle est venue me voir en me disant, mais tu as tout à fait raison. Et même les managing directors, ils ne savent pas du tout ce que c'est que les horaires de travail. Je- je- on a fait beaucoup de progrès. Là, maintenant, Mm. tout le monde sait qu'il doit être présent sur le lieu de travail, que ce n'est pas juste quand il veut et c'est tout. Ils ont fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de progrès. Ils ont accès à des formations. Les employeurs mettent à leur disposition de très bonnes formations et ils veulent y arriver. Donc, c'est sûr qu'il y a des progrès. Il n'en reste pas moins que gérer un grand dossier, gérer un grand projet, et moi je travaille sur des dossiers boursiers, ça demande beaucoup d'efforts parce qu'il faut de la rigueur sur les détails et sur tous les milestones, et ça, il faut encore des efforts pour y arriver. Mais c'est sûr qu'il y a eu de gros changements. Et c'est Et les important gros d'avoir. changements, Oui, pardon, sont allez, arrivés aussi allez-y. grâce aux femmes. Parce que les femmes ont besoin de prouver leur valeur ajoutée. Elles travaillent beaucoup plus que les hommes. Voilà, c'est un fait ici. Euh, et elles ont envie de travailler. Donc, que ce soit dans le domaine des avocats, dans la gestion d'actifs, etc., il y a beaucoup de femmes qui sont brillantes et qui travaillent beaucoup plus, qui font des horaires beaucoup plus longs que les hommes. Et ça va C'est assez bien à impressionnant. l'encontre. Ça va à Oui, l'encontre de beaucoup de stéréotypes qu'on peut entendre sur la radio. oui, oui. Marie-Dominique, on a cette question de Francine qui est très fine, qui nous dit comment est-ce qu'on combine ce que tu nous disais de l'infidélité des gens à leur entreprise et de temps long pour établir une relation. C'est-à-dire que c'est un travail sans cesse recommencé. Ah oui, c'est une vigilance, on va dire, et une persévérance, c'est ce que Nadine, voilà, soulignait, donc on parlait de patience, mais persévérance, je pense que sur bon, la fidélité à l'entreprise, je pense il faut le savoir, en fait, dès le départ, hein, il y a une demande, notamment des jeunes générations, des femmes comme des hommes, hein, qui ont étudié à l'étranger, il y en a de plus en plus, hein. Il y a plus de femmes aujourd'hui, un pourcentage plus élevé de femmes dans les universités saoudiennes que d'hommes, hein. Elles en veulent, je vais dire. Évidemment, c'est une voie d'émancipation extraordinaire. Bon, mais un jeune saoudien, à partir du moment où il a un certain diplôme, effectivement, il va revendiquer un poste assez important et faire en sorte de pouvoir l'obtenir et de pouvoir progresser le plus rapidement possible. Est-ce que ce n'est pas aussi un peu ce que l'on peut trouver en France sur des jeunes générations qui veulent voilà, progresser rapidement? Donc, est-ce qu'on peut faire des choses pour fidéliser des employés
à partir du moment où on les nourrit dans le sens qu'ils veulent, probablement. Mais c'est une donnée là qui est assez spécifique, oui, en Arabie Saoudite. Et qu'on entend beaucoup chez les gens qui font du business dans la région. Donc voilà, cet enjeu RH est un point difficile Oui, et de un plus point en plus difficile en ce moment. exactement. J'aimerais qu'on revienne sur un point avec Frédéric, qui est celui du feedback. Parce que Marie-Dominique nous a expliqué qu'il fallait que- vraiment se contenir sur les questions de conflit et de feedback négatif. On entend aussi cet impératif de fidélisation des équipes, et j'imagine que quand vous perdez un talent, les RH sont pas contents. Quand vous avez un feedback négatif à faire, vous faites comment? Alors, je vais revenir juste sur le turnover, hein, parce qu'effectivement, moi, je suis arrivé il y a 2 ans. Donc, il y a 2 ans, on a embauché nos premiers personnels, et, enfin, nos premiers ingénieurs. Et au bout un an et demi, ils considéraient qu'ils avaient fait le tour du poste et qu'ils méritaient une progression, une évolution et puis une augmentation de salaire conséquente. On est sur des métiers un petit peu compliqués et on partageait pas toujours leur constat d'accomplissement de prise de connaissance, mais pour autant, on ne pouvait pas faire de feedback négatif, hein. On avait effectivement dans une grille de A à D, avec D le mieux, on descendait rarement en dessous de C parce que ça aurait été très mal perçu et puis ils auraient quitté immédiatement la société, l'excès de la note. Donc on a eu des appréciations, je dirais surcotées, hein, complètement décorrélées des appréciations qu'on peut faire avec nos ingénieurs français. Mais ça n'a pas suffi, puisque sur les 8 qu'on a embauchés, il y en a déjà 3 qui sont partis, et parce qu'aujourd'hui, on est sur un marché où il y a plus de demandes que d'offres, et donc des jeunes encore plus, on avait formé aussi des femmes, hein, des jeunes femmes formées par une société comme Thales, est très très sollicité par nos concurrents ou par des sociétés similaires aux nôtres qui ont des obligations de localisation, puisque en fait pour développer ce qu'ils appellent human capital, et puis pour développer l'emploi des Saoudiens, ces catégories professionnelles sont réservées aux Saoudiens. Par exemple, les ressources humaines, je crois on doit être on doit être à 100% de Saoudiens. Les acheteurs et les financiers, on doit avoir aussi des pourcentages importants. Donc voilà, donc les Saoudiens sont très 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 sollicités, et encore plus après avoir été formés par des sociétés comme les nôtres. Et et voilà, bon, il reste quand même un petit peu la touche personnelle. Il y en a quand même certains qui se rappellent justement, qui sont un petit peu fidèles, mais jusqu'à quand, je sais pas. Il y a quand même un côté aussi affectif, comme je le disais tout à l'heure, mais je pense pas que ça tienne ad vitam aeternam. Donc voilà, donc il y a des appréciations surcotées, parce qu'effectivement, il était hors de question de leur de faire une appréciation avec nos standards avec nos standards. Et pour autant, ça suffit pas. Donc voilà, c'est la loi du marché. Merci. Est-ce que Nadine ou Marie-Dominique, vous voulez commenter? Oui, alors là, je suis Frédéric à 100%. Nous aussi, c'est très délicat de donner du feedback, et de donner du feedback quand il risque de ne pas plaire au personnel. Donc, nous sommes formés, nous avons des formations pour apprendre à donner le feedback de manière constructive ou
ou qui risquent de faire le moins d'impact négatif, entre guillemets, possible, puisque nous avons la même problématique de rétention du personnel. Et effectivement, comme Frédéric le dit, compliance, au moins Head of Compliance doit obligatoirement être saoudien. Ressources humaines, effectivement, saoudien, au moins pour le chef des ressources humaines. Vous voyez, les traducteurs dans un cabinet d'avocats, ils doivent être tous saoudiens. Enfin, c'est très, très compliqué. La tâche est extrêmement compliquée. Euh, donc, euh, donc, on essaie de faire au mieux. C'est compliqué. Euh, Tout est une question de communiquer, de savoir communiquer, faire passer les messages, continuer à les former, etc. Merci beaucoup. Et en même temps, C'est ce rien. que j'imagine, c'est qu'une fois qu'on est habitué à communiquer à la saoudienne, il faut quand même garder, quand on est avec des interlocuteurs occidentaux, la capacité de faire passer un message. Je rappelle qu'en France, un message négatif est fortement appuyé. Et si jamais on le fait passer, parce qu'on s'est habitué à l'Arabie Saoudite et qu'on le fait passer de façon trop douce, nos interlocuteurs français vont tout simplement pas l'entendre. J'en profite pour vous présenter, pour ceux qui ne nous connaissent pas, rapidement ce que fait Expat Communication et surtout ce qu'on peut faire sur le plan interculturel. Nadine a bien montré l'important. Tout ça s'apprend, hein, c'est pas juste une question d'expérience. On peut gagner énormément de temps avec des formations. Donc, Expat Communication, aujourd'hui, notre histoire, c'est l'expatriation, d'où notre nom, où on prépare les expatriés à partir en Arabie, comme ça a été le cas, je crois, pour Frédéric, mais aussi dans beaucoup d'autres pays. Et puis, on anime des communautés et on a un Expat Lab qui mesure l'impact de l'expatriation sur la vie et la carrière des expatriés. Mais notre ADN, c'est la différence. On est tous des anciens expatriés, donc on a tous été confrontés dans les pays où on vivait à des sujets comme ceux qu'on est en train de décrire, et on le décline, cet accompagnement en management interculturel, de différentes façons qui sont toujours complètement sur mesure. Alors, ça peut être des contextes très différents, ça peut être des fusions-acquisitions, ça peut être un développement international, ça peut être un projet juste, ou ça peut être une équipe multiculturelle, de façon toujours totalement personnalisée, en s'adaptant aux valeurs de l'entreprise, aux cultures et aux pays, mais aussi même au ton. Il y a une entreprise cette semaine qui nous a dit, moi, ce que je veux, c'est un séminaire, mais on n'a pas envie de s'ennuyer, on veut que ce soit drôle. On a fait intervenir une humoriste. D'autres, au contraire, vont nous dire chez nous, et ça c'est culturel, chez nous, les gens sont très sérieux, donc on veut quelque chose de plus théorique et de plus... et de plus académique, donc on s'adapte au ton qui est nécessaire, sur des thèmes qui peuvent être soit du one-to-one d'un pays à l'autre, soit des sujets beaucoup plus spécifiques. On a même pour une banque traité de l'argent selon les cultures, et je les en remercie encore parce que c'était un très beau sujet à travailler. Voilà le genre d'intervention qu'on peut faire, et donc après un diagnostic initial, on va partir soit sur des conférences pour avoir un maximum d'impact, soit sur des ateliers qui peuvent être aussi bien des ateliers dans des séminaires, animation de séminaires, des ateliers vraiment type formation interculturelle d'un pays ou un autre, ou pour une nationalité, pour une équipe particulière, ou des parcours de formation. Une très grande entreprise française qui nous dit « mais au potentiel ne sont pas assez internationaux ». Ils sont soit français, soit d'autres pays. Il faut travailler sur l'internationalisation de ces hauts potentiels. Ou finalement, alors là, on est vraiment en haut de la pyramide en termes de l'action la plus précise possible, des coachings pour une personne spécifique dans une équipe qui a une difficulté de management. Et souvent, il est difficile de savoir si cette difficulté est réellement une question de leadership ou une question culturelle, parce qu'en général, ces enjeux sont mêlés. Il n'y a jamais d'un côté la culture et de l'autre les personnes. Tout ça est forcément complètement imbriqué. Voilà ce que je voulais vous montrer sur Expat Communication. Si jamais vous voulez aller plus loin sur ce sujet de l'Arabie Saoudite, avant que je donne la parole à nos intervenants pour qu'ils puissent conclure, si jamais vous voulez aller plus loin avec Marie-Dominique et l'équipe sur l'Arabie Saoudite, vous pouvez flasher ce QR code pour prendre rendez-vous ou tout simplement nous contacter après. Et puis, si jamais vous voulez en savoir plus sur d'autres pays,
voilà d'autres focus qu'on va faire dans les semaines qui viennent et qu'on prépare activement. Je ne sais pas si on aura des intervenants aussi passionnants que les 3 qu'on a aujourd'hui, que je remercie beaucoup, mais en tout cas, on s'y emploie. Voilà ce que je voulais présenter avec vous et je voudrais surtout laisser la parole à nos intervenants pour conclure. On a touché à des choses, à pas mal de sujets. Peut-être que ceux qui sont dans la salle ont des questions. Et merci Francine pour cette question qui était pointue et intéressante. Vous en avez peut-être d'autres. Et en attendant, je voudrais laisser la parole déjà à Nadine pour son mot de la fin. Nadine, quand on est français et qu'on arrive en Arabie Saoudite, et peut-être symétriquement, quand on est saoudien et qu'on arrive en France, quel est pour vous peut-être le dernier conseil? Ne pas avoir trop d'a priori, garder le sourire et être patient. La patience, dans les deux cas, est-ce que la patience est une bonne arme pour un Saoudien qui arriverait en France ou est-ce que lui, c'est autre Je, chose qu'il je- va falloir qu'il développe? je pense aussi parce qu'il y a toujours des problèmes de barrière de la langue, d'incompréhension. Je pense que les Saoudiens aussi ont peut-être parfois des, des images biaisées ou des incompréhensions quant à la culture française. Ils Hum. s'imaginent des choses parfois qui ne sont pas tout à fait correctes, hein. Et ça, pour nous, Français, c'est important de savoir les stéréotypes Oui, qui peuvent nous coller à la peau c'est et dont on sûr. n'est parfois pas du tout conscient. Oui, 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 c'est certain. Bah, notre image s'est très nettement améliorée sur les dernières années. La relation avec la France est nettement meilleure qu'en 2008, ça c'est sûr. Il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été déployés par le gouvernement, par les ministres, par l'ambassadeur. Il y a eu vraiment beaucoup d'efforts. Notre image est très belle vis-à-vis des Saoudiens. Ce qui a été fait aussi sur le plan culturel, sur Haloula, c'est assez exceptionnel. Donc, je pense que aujourd'hui, la France a une très belle image, euh, mais il reste peut-être une petite minorité qui n'a pas la même vision des choses. Merci Nadine. Mhm. Frédéric, est-ce que vous voulez, quel serait votre mot de la fin pour un Français et pour un Saoudien? Non, moi déjà, je voudrais vous remercier parce qu'effectivement, j'ai eu un welcome, une formation lorsque je suis arrivé en Arabie Saoudite par Expat Communication et c'était très bien. Je vous remercie et je remercie Thalès de me l'avoir offerte. Ensuite, moi, j'ai régulièrement des visiteurs qui viennent de France et qui sont surpris de la réalité du pays qui est complètement différente de sa réputation et on est aujourd'hui dans un pays qui est en pleine ouverture, qui développe le tourisme, qui développe toutes les attractivités auxquelles qu'on peut espérer. C'est un pays qui mérite à être visité pour changer changer sa réputation. Voilà. Merci beaucoup, Frédéric. J'entends beaucoup d'enthousiasme. Alors, il y a une fatigue, Nadine, de l'effort, mais on entend aussi un grand enthousiasme de beaucoup d'étrangers qui sont en Arabie Saoudite aujourd'hui et qui ont l'impression de participer à la construction de quelque chose d'inouï. Hein, le mot est fort, mais enfin, la rapidité de transformation est absolument prodigieuse. C'est un morceau Oui, Tout à fait. d'histoire auquel vous assistez et auquel vous contribuez aussi. Oui, oui, oui. oui, oui, tout à fait, tout à fait. Il n'y a pas de doute là-dessus, hein. C'est une très belle évolution qu'on a vue, c'est sûr. Merci. Et Marie-Dominique, quel serait? Je te laisse le Ben, mot de la fin. euh, merci Alix. En fait, moi, je m'estime en fait chanceuse d'avoir fait connaissance avec cette culture. Parce que quand on est complètement extérieur, je ne connaissais pas du tout l'Arabie Saoudite et ce qu'on en voit est effectivement très stéréotypé et puis aussi est daté. En fait, ça bouge tellement vite que la réalité, elle est différente de celle qu'on lit, hein, clairement. Et moi, je dirais, c'est un conseil, c'est bah, être curieux, observer et écouter. Voilà, je pense que ça, c'est 3 postures qui servent beaucoup dans l'interculturel. Merci beaucoup parce que pour notre part, enfin, si je me fais l'avocat de ceux qui nous ont écoutés, on a beaucoup de chance d'avoir fait ce saut dans le temps et dans l'espace
avec vous. Ça donne envie d'en savoir plus et de venir voir Ariad pour constater tout ça de nos propres yeux. Merci beaucoup à vous tous. Merci à vous qui avez participé, assisté à ce webinaire et à très bientôt. Merci à vous.